l'urgence en fait est telle je considère qu'on doit se mettre en mouvement ici et maintenant, qu'on doit construire un ailleurs au beau milieu d'ici avec d'autres personnes qui sont motivées. Alors pourquoi c'est important de lutter pour moi contre le changement climatique? Parce que je pense que c'est une nécessité et que notre génération, on n'a juste pas le choix en fait. On en parle de plus en plus, que ce soit dans nos études, que ce soit dans les articles de journaux qu'on peut lire. Et donc je pense qu'on est de plus en plus conscientisé dessus. C'est plus qu'important, c'est primordial parce que la vie sur Terre en dépend. Je pense qu'on n'a plus trop le choix à un moment de devoir intégrer l'écologie à toutes les facettes en fait, de notre société, aussi bien dans la consommation personnelle au final, que dans nos voyages, que dans notre travail. J'aimerais travailler dans quelque chose qui suit l'alignement de mes valeurs, c'est-à-dire qui prend en compte ce réchauffement climatique et qui y fait attention. Mais moi, mon objectif, c'est pas vraiment de travailler avec un travail qui travaille à proprement dit dans le réchauffement climatique, mais plutôt de travailler dans une entreprise qui prend en compte ce changement dans son développement. J'aimerais bien évoluer dans une entreprise qui met en place une stratégie à fort impact sociétal, donc qui prend en compte tout ce qui est externalité aussi bien sociale qu'environnementale. Il est quand même important pour moi que le travail soit un projet que j'ai envie de faire, que le matin je me lève et que je me dise j'ai envie d'aller travailler parce que je travaille sur quelque chose qui me botte, qui m'enthousiasme et donc c'est chouette de pouvoir dire ce que je fais a du sens. Oui, effectivement. Et on donnera la parole à des experts aussi qui vont venir apporter un plus. Et cette émission, elle n'aurait pas eu lieu sans un groupement de redéploiement économique, le GREE Liège. Jean-Luc Pleymers, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes Bonsoir. le directeur général. Oui. Et vous avez eu cette idée de venir parler de cela avec des experts, effectivement. Il y aura également un représentant du monde politique et avec des étudiants, avec des jeunes. Pourquoi ? Eh bien, quand nous avons imaginé tout le processus d'émissions que nous avons faites sur YouTube et autres sur l'énergie, et notre but premier, c'est de montrer le savoir-faire des entreprises wallonnes et particulièrement liégeoises dans ce domaine. Un savoir-faire absolument exceptionnel qui dure depuis des dizaines d'années sans qu'on s'en rende compte. C'est un écosystème complet, on pourra revenir là-dessus par après. Et au fur et à mesure où on écoutait nous-mêmes les experts, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une place importante que les jeunes devaient prendre dans ce débat, puisque forcément, c'est un débat qui va durer des dizaines d'années, mais c'est aussi un débat en matière d'innovation, c'est un débat en matière d'emploi, c'est en matière culturelle, la façon de se comporter. Et donc, il est clair que, allez, soyons clairs, moi j'arrive à un âge où je vais tout doucement m'arrêter de travailler, mais on va laisser à nos successeurs vraiment des défis colossaux et qu'ils vont devoir prendre. Et c'est une opportunité. Et je pense que vraiment, mettre les jeunes autour de la table pour discuter avec eux, parce que c'est leur avenir, ce n'est plus le nôtre, c'est le leur, et de dire aussi, voilà les opportunités, c'était vraiment pour moi extrêmement important. Alors, on a imaginé une formule un peu particulière, Gwen, avec on va leur donner la parole, mais sous une forme un peu ludique. Tout à fait. En fait, l'idée de ce débat, de cette discussion, c'était vraiment que les jeunes puissent avoir les cartes du jeu en main, qu'ils puissent mener les discussions eux-mêmes. Et donc, sur base de chiffres qu'on va déterminer ensemble, ils vont pouvoir choisir les experts avec qui ils vont discuter de ces différentes thématiques pour pouvoir ensuite se confronter à la réalité. Effectivement. Et on terminera avec un regard politique également, parce que toutes ces solutions qu'on espère dégager ce soir, et dont vous serez les témoins, il faut aussi les financer, il faut prendre des décisions, c'est important. Et donc on aura un regard du ministre de l'économie, notamment tout à l'heure, dessus. Jean-Luc Pleymers, un dernier mot, c'est qu'on attend des jeunes aujourd'hui des propositions concrètes. C'est ça que vous attendez ? C'est ce que nous attendons, et surtout qu'ils émettent des avis différents des nôtres, puisque nous sommes, dans ce domaine depuis de nombreuses années, mais on est en cercle fermé. Et donc, ouvrons ce cercle, notamment par ceux qui vont devoir relever les défis. On va les retrouver dans quelques instants. Et avant cela, Gwenaëlle, Jean-Luc, on va faire un petit point sur aujourd'hui l'énergie en Belgique, comment on la produit, comment parfois on la gaspille aussi, comment on la stocke. On regarde ça en images avec quelques chiffres. Le plan de relance économique européen, ce sont 750 milliards d'euros, dont près de 6 reviendront à la Belgique, répartis entre le fédéral et les régions. De quoi sortir la Belgique de son mauvais classement européen en matière d'émissions CO2 ? Pas sûr, mais en tout cas, pour obtenir ces fonds, les États membres ont dû remettre des plans d'investissement allant dans ce sens.
À l'heure actuelle, la répartition des gaz à effet de serre en Belgique, c'est 46,5% pour l'industrie, 22,5% pour le transport, 18,5% pour le chauffage et 10,8% pour l'agriculture. Notre mix énergétique électrique est quant à lui dominé par les énergies fossiles et nucléaires, mais 18,3% de la consommation proviennent des énergies renouvelables en 2020, une augmentation considérable due à l'éolien offshore. Mais la fermeture des centrales nucléaires remplacées partiellement par des centrales au gaz risque bien de handicaper la Belgique en matière d'émissions de CO2. Alors l'argent européen arrive à point nommé. En Wallonie, 1,48 milliard d'euros pourront être réclamés à l'Europe en fonction du plan d'investissement soumis à la Commission. Il fait la part belle au transport en commun et au transport de marchandises par le rail, à la transition numérique, à l'industrie circulaire et bas carbone, à l'innovation technologique, à la filière hydrogène et à la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, un secteur où l'on évalue à 40 000 le nombre d'emplois à pourvoir dans les années qui viennent. Voilà, on vient donc de planter le décor avec ces chiffres. On va parler, on l'a dit, de transition énergétique, mais pas que. Et pour en parler, Jean-Luc est parti et il a été remplacé, Gwen. Il a été remplacé par 4 étudiants. Alors on a avec nous Marie qui a 22 ans, qui est étudiante ingénieure civile et qui dans son cursus a notamment participé à un cours qui s'appelle Ingénieux Sud, qui mêle coopération, durabilité et innovation. On a aussi avec nous Loïc. Loïc, il a 20 ans, il est étudiant en sciences politiques. Alors Loïc, toi, tu es membre du Forum des jeunes, tu es délégué au dialogue européen de la jeunesse. Voilà, tu as une casquette représentative, donc en plus de ta propre personne qui est présente sur ce plateau. On a aussi avec nous Simon. Alors Simon, lui, il est diplômé en management des entreprises sociales et durables. Tu prépares actuellement un doctorat, Simon, sur l'inclusion sociale et les réseaux alimentaires alternatifs. Et puis, dernière étudiante sur ce plateau, c'est Emeline, qui fait également partie du Forum des jeunes. Emeline, qui est étudiante en dernière année en sciences de gestion en entreprise sociale et durable. Et pour le Forum des jeunes, tu es déléguée à l'ONU pour le climat. Rien que ça. C'est de la présentation, ça. Ouais. Bonjour tout le monde, hein. Super de vous avoir sur le plateau. Alors, dans quelques instants, vous allez débattre avec des experts. Alors, pour débattre, on n'a pas fait un débat traditionnel, voilà, on a voulu rendre ça un petit peu plus ludique et on est parti sur la base de chiffres. Vous allez avoir un tableau chiffré et vous allez jouer un peu avec, c'est ça ? On va jouer avec ces chiffres parce que à l'heure actuelle, ces chiffres, ils ne veulent pas dire grand-chose, ils sont totalement sortis de leur contexte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez devoir choisir un de ces chiffres pour pouvoir discuter ensemble. Mais avant de discuter, il va falloir comprendre ce que ce chiffre signifie. Donc vous allez devoir émettre certaines suppositions. Et puis une fois qu'on saura exactement à quoi s'en tenir, que veut dire ce chiffre, s'il s'agit de pourcentage, de kilos ou quoi que ce soit d'autre, vous pourrez choisir des experts pour pouvoir discuter de la thématique en question. Oui, effectivement. Et 3 experts vont nous rejoindre. Ben voilà, ils tournent autour de ces différentes thématiques, on l'a bien compris. Il y aura tout d'abord Damien Ernst, qui est un spécialiste en énergie, l'énergie du futur. Il en parle régulièrement. Il parle notamment du nucléaire et que ben voilà, on a des objectifs pour décarboner notre pays et la production de manière générale. Oui, mais avec quelles solutions, bien entendu. Il y a également Sibylle Mertens. Elle va nous parler de financement aussi d'une autre société, une société plus sociale, une société plus coopérative en quelque sorte. Et puis, dernier expert à votre disposition, parce que c'est vous qui allez le choisir, c'est Éric Pirard, expert en économie circulaire. C'est un spécialiste aussi des matières premières, des ressources que l'on a dans notre sol et que l'on utilise bien pour favoriser la croissance, favoriser la créativité, favoriser les nouvelles technologies. Voilà. Spécialiste en économie circulaire aussi. Et alors, il y a un petit détail dont on n'a pas parlé, Philippe, c'est que là, vous êtes 4, mais pour des raisons sanitaires, on ne pourra jamais être plus que 6 sur ce plateau. Et donc, une fois qu'on aura déterminé le chiffre, vous allez non seulement devoir choisir 2 experts avec qui en discuter, mais vous allez devoir déterminer 2 parmi vous qui vont discuter avec ces experts. Tout à fait, pour des conditions sanitaires. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué, il y a des plexis qui nous séparent et qui vous séparent également. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas porter de masque sur ce plateau et pourtant de respecter les conditions sanitaires, avec une ventilation dans ce studio qui a été étudiée et une distanciation sociale qui est bien entendu respectée. Nous sommes à plus de 2 mètres les uns des autres et Gwen et moi, nous sommes séparés par effectivement ce plexi. Voilà. Est-ce que
C'est OK pour vous? Vous êtes prêts? Je vous propose de découvrir ce tableau avec les différents chiffres et d'opérer votre premier choix. Vous devez vous mettre d'accord. Alors, dites-moi. Moi, je vais dire le 4. Ah, J'allais dire le 4 aussi. C'est parti. Bon, si tout le monde est d'accord sur le 4, c'est parti. Le 4, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire selon vous? Alors, je vais repartir sur une idée qui m'a été soufflée en régie et ce serait donc la proportion d'énergie renouvelable produite en Belgique à l'heure actuelle. Ça veut dire 4%? 4%. D'accord. Et on avait un élément graphique pour vous donner une idée. C'est peu, 4%, mais on va voir ça. Diminution du CO2. On parlerait d'une diminution annuelle. Signification, Gwen? On n'y est pas tout à fait. Alors 4, c'est pour la semaine de 4 jours. Parce qu'il y a des études qui doivent encore être affinées, il y a des tests qui sont même en train d'être menés actuellement, mais qui disent que la semaine de 4 jours pourrait avoir un effet bénéfique sur l'environnement. Donc en plus du bien-être des employés, des travailleurs plutôt, il y a aussi un effet sur l'environnement. Effectivement. Avec qui allez-vous en débattre maintenant? Qui choisissez-vous parmi les 3 experts? Moi, j'aurais dit Sibylle Mertens. Sibylle Mertens, oui. Sibylle, premier choix. OK. Et on va prendre un homme, vu qu'il en reste 2, Damien Ernst. Sibylle Mertens, Damien Ernst, c'est votre premier choix donc. Et qui va sur le plateau pour débattre avec ces experts? Simon, ça te tente? Oui, tout à fait. Simon, aussi, OK. Donc, ça vous va? Parfait. Simon et Loïc, un duo 100% masculin pour débuter. Les hommes seront en premier. Parfait. Et vous allez retrouver donc les experts Sibylle Mertens et Damien Ernst. C'est parti. Voilà, donc on est prêt à démarrer cette discussion. On est 4 sur le plateau, enfin 6, mais bon, vous serez 4 à discuter. Les 2 autres étudiantes, Emeline et Marie, sont dans un studio à côté. Elles prennent note des idées fortes qui vont se dégager de la discussion. Et alors, petite précision importante, on va devoir dégager des idées fortes sur base d'un chiffre dont on vient de parler, la semaine de 4 jours. Ces idées fortes, elles vont devoir se dégager en 5 minutes top chrono. Voilà. Top chrono, effectivement. Et c'est vous, messieurs, qui lancez le débat? On se disait avec Simon, souvent quand on rencontre quelqu'un, on lui demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes études ?» Et le travail dans notre société aujourd'hui, il a encore une place qui est vraiment considérable, il est glorifié. Et donc, avec Simon, on se demandait si justement, cette semaine de 4 jours, ce ne serait pas la solution, une solution qui permettrait d'avoir plus de temps pour la vie privée, pour le loisir, mais aussi plus de temps pour la vie publique, pour pouvoir s'engager, prendre part à des associations, des assemblées citoyennes, et ainsi pouvoir construire et participer à la construction de cette transition. Et en plus de ça, peut-être que cette semaine de 4 jours pourrait aussi nous permettre de sortir du paradigme de la productivité absolue. Donc on aurait bien aimé avoir votre avis sur cette thématique-ci. Tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Écoutez, moi je trouve ça une idée vraiment intéressante parce que les études montrent que ce qui compte dans la vie, c'est de pouvoir contribuer à la société. Ça ne se fait pas nécessairement par le travail, donc je pense qu'on peut encourager ça. Cela dit, je suis économiste, et donc je dis, si on travaille moins, on gagne moins aussi. Il ne faut pas croire qu'on travaille moins et puis on gagne plus. Non, ça ne va pas comme ça. Donc est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est mûr pour accepter peut-être un pouvoir d'achat un peu moins grand et une possibilité de contribuer à la vie en société? Ouais, si je pouvais réagir par rapport à cela, je pense que dans une optique de décroissance, en tout cas de réduction de la consommation globale, est-ce qu'une semaine de 4 jours n'est pas justement cohérente avec cette idée-là, puisqu'on va produire moins, et bien, du coup, parallèlement, on pourra consommer moins, et en gros, ce serait une idée assez cohérente avec cette idée de décroissance. Moi, j'y crois pas tellement, la semaine de 4 jours. Enfin, je comprends que des gens veuillent travailler 4 jours, 3 jours, 2 jours, ou même arrêter de travailler. Mais le problème de base, c'est qu'ils font un boulot dans lequel ils ne sont pas épanouis. Donc moi, je pense que la semaine de 4 jours, c'est un mauvais débat. Moi, je travaille 6-7 jours par semaine depuis que j'ai l'âge de 22 ans. Et je m'amuse comme un petit fou quand je travaille parce que foncièrement, je fais quelque chose que j'aime bien. Donc le problème, c'est surtout la manière dont les gens appréhendent leur travail. Pour moi, c'est sur ça qu'il faut travailler. Si tu dois travailler 4 jours par semaine et tu t'emmerdes dans ton boulot, 4 jours, c'est encore trop. Une demi-journée, c'est encore trop. Et j'ai envie de te dire, quelqu'un qui s'ennuie dans son boulot, qui n'aime pas, c'est dégradant de travailler quand on s'ennuie dans le boulot. Donc moi, je trouve qu'il faut beaucoup plus travailler en fait sur la qualité du travail. Et je te rejoins aussi, moi je travaille beaucoup avec des entreprises dans des endroits compétitifs. Ce qu'on remarque, c'est les entreprises européennes ont un coût du salaire trop élevé, ne sont plus compétitives, et on est en train de perdre énormément d'avance qu'on avait. On a maintenant du retard sur les pays asiatiques au niveau technologie, où ils ont une culture de travail beaucoup plus développée en fait que la culture européenne. Vous discutez avec des Coréens, des Chinois, des Japonais, ils sont plus dans un horaire de 50 heures semaine que dans un horaire de 38 heures semaine.
Donc voilà, moi je suis Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'en fait leur intervention c'est quand même de dire libérons du temps pour des activités hors travail qui soient utiles et qui soient aussi de la contribution à des enjeux collectifs. Mais alors... Oui, moi je peux partir de mon expérience. En fait, je suis impliqué dans une coopérative d'alimentation durable ici à Liège, la coopérative Ouftico. Et donc, en gros, je m'investis dans cette coopérative à titre bénévole et je ne parviens pas à dégager suffisamment de temps pour pouvoir m'impliquer dans ce genre de projets qui ont, on le sait, un impact positif au niveau de la cohésion sociale et c'est vraiment indispensable pour avoir une transition énergétique au niveau de la société et qui sont positives également pour la santé parce que l'alimentation locale et durable, c'est une alimentation qui est positive. Est-ce que là, il ne faut pas plus travailler, se donner des incitants en fait, à ce type de coopérative pour qu'elles puissent offrir des boulots décents, rémunérés à des gens en fait, qui ont envie de s'investir dans des projets positifs? Rien n'empêche de faire les deux. Tu peux très bien dire, on le voit sur les modèles coopératifs aujourd'hui, leur équilibre financier tient au fait qu'il y a du bénévolat et puis tu as des jobs bien payés. Et effectivement, là, je te rejoins, il faut des incitants pour ce type de modèles vertueux qui sont bons pour la collectivité, pour le territoire. Mais ce n'est pas contradictoire, quoi. Avoir du bénévolat, ça n'empêche pas de créer de l'emploi, au contraire. Je ne veux pas stopper le bénévolat, loin de là, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de boulots qui n'ont pas de valeur sociétale, en fait, ou peut-être même une valeur sociétale presque négative, et qui sont bien rémunérés. Donc on peut quand même s'interroger sur la manière dont on calibre en fait, le signal récompense dans nos sociétés. Moi, je ne veux pas arriver à une société où tous les boulots qui sont utiles, qui ont une bonne finalité, ce sont des bénévoles. En fait. Loïc, 45 secondes. On pense aussi que c'est important de revaloriser cette sphère publique et de revaloriser la participation citoyenne. Simon parlait de certaines associations dans lesquelles il s'engage. Et parfois, beaucoup de gens disent « je n'ai simplement pas le temps, mon travail me prend toute ma vie, je n'ai pas le temps d'aller faire un potager retrouvé avec des gens et ainsi participer à petite échelle à la transition ». Et donc peut-être que ce travail, certes, il peut toujours occuper une place importante, il peut être revalorisé. C'est important de revaloriser les types de travaux qui sont parfois moins dans la société, mais peut-être que ça va aussi de pair avec un temps libre qui permettrait pas seulement d'être consacré au loisir, mais aussi à la participation de la société d'autres façons. En 5 minutes, parce qu'on est arrivé au bout déjà maintenant, on a quelques idées fortes qui viennent de se dégager, ça commence fort effectivement, et on va retrouver un nouveau débat, on enchaîne évidemment. Nouveau tableau à vous proposer maintenant avec ce choix de chiffres donc à opérer et puis les couples d'experts face aux couples que vous allez former. C'est parti avec le tableau. Alors, quel est le chiffre qui vous inspire? 70. Le 70, allez. 70, ainsi. 70, ouais, ok. Peut-être s'il y en a un qui dit non, je suis pas d'accord, c'est un peu mal. Alors une idée? Vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Non, pas du tout. C'est lié à l'emploi. Graphique. C'est pas lié à l'emploi, non. L'impact moyen d'un ménage, l'impact carbone moyen d'un ménage belge, non. L'impact moyen. Un peu plus. Ok. Oui, ça pourrait. Graphiquement, est-ce qu'on a une petite idée, un petit indice? Voilà. Ça semble circulaire là. Je pense qu'Emeline, circulaire. À mon avis, ça doit être ton domaine de spécialité. Ouais, non. Le nombre de monnaies locales en Wallonie, je ne sais pas. Non, pas tout à fait. Non. On découvre la réponse? Évidemment. On est là pour ça. Alors 70, c'est donc un pourcentage, et c'est le pourcentage de la réduction des émissions de gaz à effet de serre si toute l'économie devenait circulaire. C'est un chiffre qui nous vient de l'ONG de Circle. C'est énorme. C'est énorme, de Circle Economy. Alors de manière un peu plus réaliste, on peut peut-être parler du fait de doubler déjà la réutilisation actuelle des matériaux en tenant compte des réalités de chaque pays, parce qu'on a tous des réalités un peu différentes. Et si on faisait ça déjà, eh bien on arriverait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 39%. Alors, il va falloir établir tout d'abord le couple d'experts que vous allez affronter, en quelque sorte. On y va entre filles ou... Oui. Ok, c'est parti, ok, d'accord. Et puis, face à... Sybille Mertens, Eric Pirard, Damien Ernst. Moi, j'aurais dit Sybille Mertens. Sybille Mertens, oui. Et... Eric Pirard, à mon avis, serait opportun. Je pense que c'est le duo. Sybille Mertens, Eric Pirard, et puis c'est Emeline et puis Marie qui vont à leur rencontre pour débattre et proposer des solutions concrètes. C'est parti.
Nouveau débat, on va parler cette fois-ci d'économie circulaire avec un chiffre assez important. 70% d'émissions de gaz à effet de serre en moins si toute l'économie devient circulaire. On a des spécialistes sur ce plateau et puis on a surtout vos idées, les étudiantes, pour présenter tout cela. C'est parti. En fait, moi, j'ai un peu l'impression que le recyclage, c'est un peu devenu une image de marque que toutes les entreprises utilisent. Je reviens avec Nestlé qui disait « acheter jetable, c'est recyclable, donc la planète vous dit merci ». Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte pour arrêter d'innover justement dans la diminution des déchets et de continuer à surconsommer tout le temps. Et donc, je me demandais si c'était viable de baser notre économie uniquement sur l'économie circulaire. Voilà. Je pense que l'économie circulaire, on y va de toute façon. Donc ça, c'est un paradigme intéressant et je crois qu'on a pris conscience du fait qu'on devait effectivement gérer nos déchets. Mais de grâce, essayons d'abord de ne pas produire des déchets. Donc tu as tout à fait raison. La première chose, sur tous les produits, c'est de réfléchir à leur conception pour éviter de devoir les recycler. Donc moi, je suis très surpris quand même par le chiffre qu'on vient de citer de 70% de réduction des émissions de CO2 parce que je crains que même si on met en place l'économie circulaire, ça va répondre à une petite partie de nos besoins. Mais malheureusement, notamment avec la transition énergétique, on a beaucoup de besoins encore de matières premières. Donc ça, on l'oublie un peu. On doit faire de l'économie circulaire, mais nécessairement, on va continuer à avoir besoin de beaucoup de ressources. Donc je ne suis pas certain que le bilan, même si c'est tout à fait vertueux, que le bilan sera si favorable. J'enchaînerai en disant, pour moi, l'économie circulaire, elle amène surtout une réflexion sur la limitation du gaspillage à tout niveau, donc dans la surconsommation, mais aussi dans l'utilisation des ressources. Et donc, je crois que si on accepte de se lancer sur cette réflexion-là, alors après, ça va plus loin que de dire, Nestlé vous propose, je ne sais pas moi, de ramener vos déchets, donc on est bon. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi se poser la question de quels sont les types d'entreprises à qui on va confier ces boucles d'économie circulaire. Et il y en a qui sont là, je pense, essentiellement pour continuer leur business comme d'habitude. Et puis, il y a celles qui peut-être intègrent ces finalités de on est là pour le territoire, on est là pour servir les gens, on est là pour gaspiller le moins possible. Et donc, je crois aussi qu'on peut penser à des types d'acteurs dans cette chaîne d'économie circulaire. Et vous pensez que c'est économiquement viable? Parce qu'on a déjà vu en France, au niveau des déchets en plastique, que c'était plus coûteux de recycler que d'en acheter. Et du coup, ça reste quelque chose... Au jour d'aujourd'hui, c'est souvent pas viable, ou c'est à la limite de la viabilité. Donc si on ne met pas en place les outils législatifs, les taxatoires ou tous les incitants, et qu'on ne cultive pas non plus cette volonté d'avoir une économie circulaire, c'est vrai que ça va être difficile. Mais sinon, je suis tout à fait optimiste sur les possibilités de les mettre en place, et en particulier dans nos régions. Maintenant, quand on dit économie circulaire, on ne l'a peut-être pas dit. Ici, il faut quand même scinder un petit peu tout ce qui est autour du biosourcé, de l'alimentaire, du bois, et tout ce qui est de l'économie circulaire du bâtiment ou l'économie circulaire des métaux. Il y a des enjeux assez différents selon les thématiques. Mais sinon, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sybille. Je crois aussi sur le financement, il faut bien se rappeler que si on va vers l'économie circulaire, ce sera un bien pour la collectivité au niveau de la limitation des déchets et de la ponction des ressources. Et à ce titre-là, on peut avoir un financement public qui reconnaît ça. Les financements publics, c'est nos achats collectifs de quelque chose, de manière de faire. Donc moi, je pense que même si ce n'est pas immédiatement rentable sur un marché, on peut avoir des combinaisons de financement et, comme tu le dis, d'avoir de la fiscalité qui propose de soutenir ce type de filière. Donc, tout à fait. Oui, et puis hormis le financement, je pense qu'il faut aussi mettre en place des choses plus collectives, justement pour mettre en lien. Je pense qu'il faut aider les entreprises à se mettre en lien entre elles pour encourager cette économie circulaire, parce que je pense qu'il y en a peut-être qui ne seraient pas contre ou qui, ça serait peut-être plus avantageux financièrement pour eux, mais n'ont pas l'idée, ne savent pas les contacts. Enfin, je pense qu'il faut aussi trouver quelque chose pour mettre en lien toutes ces entreprises-là. Alors, il y a quand même déjà ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Il y a déjà des partenariats, vous seriez étonnés. Il y en a ici dans la vallée, entre Prayon et Knof, pour citer un exemple fameux. Donc, il y a quand même les déchets des uns qui servent comme matière première des autres. Il y a quand même beaucoup de cas où c'est pas si simple que ça, où les matières voyagent sur des distances très grandes. Donc ça, c'est un autre petit aspect que je veux souligner rapidement, c'est que l'économie circulaire, oui, c'est pour nous. On est une région idéalement positionnée pour développer une économie circulaire, dans les matériaux, dans les métaux notamment. Mais attention, ne pas se refermer. La Wallonie est trop petite aussi pour beaucoup d'activités. Donc il faut aussi voir l'aspect transfrontalier. Je me demande aussi s'il n'y a pas un lien à faire avec les questions d'emploi, quoi. Tu vois, dans le bassin ici, est-ce qu'il n'y a pas aussi des jobs qui peuvent être vraiment activés autour de l'économie circulaire? Il y a un peu tous les extrêmes dans les emplois d'économie circulaire. Rapidement, il y a effectivement la mise au travail de personnes peu qualifiées. Un exemple magnifique, c'est Sophie ou la ressourcerie ici. Et à l'autre extrême, on développe des technologies de robotique et d'intelligence artificielle pour traiter les déchets. Donc on a besoin d'ingénieurs très qualifiés. Donc il y en aura pour tout le monde. Ça, je pense que c'est ça qui est passionnant. Oui.
Mademoiselle, une dernière idée, reste 30 secondes. Je te laisse la parole. Non, je dirais juste que oui, peut-être rebondir sur les déchets, que c'est vrai qu'il y a beaucoup, on apprend beaucoup que les déchets vont se faire recycler entre guillemets à l'autre bout de la planète, et que du coup, genre cette partie-là, c'est vrai que quand on pense à l'économie circulaire, ne fait pas beaucoup de sens, quoi. Voilà. Et donc, il faudrait sans doute un master plan sur la région pour dire, OK, c'est quoi les gisements et comment est-ce qu'on peut faire? Je pense, oui, il faudrait une relocalisation. Il pourrait avoir des filières ici plutôt que de faire... Et alors, l'économie circulaire, ça veut dire réindustrialiser, parce que tout ce qu'on va récupérer comme matière, il va falloir le réutiliser. Donc, c'est tout le tissu industriel qu'il faut reconstruire dans la région. Et on est arrivé au bout de ce débat. Bravo pour beaucoup d'idées qui sont ressorties. Et on va retrouver un nouveau débat. On enchaîne évidemment très rapidement avec nos étudiants et nos experts. Allez, on enchaîne avec un nouveau chiffre que vous choisissez et qui va permettre de jalonner cette discussion avec les experts. On peut aller sur le 1000, non? Oui. Allez, pas pour le 1000. C'est parti. Parfait. Vous avez une supposition. Qu'est-ce que signifie ce 1000? Un beau chiffre rond. Il ne s'agit pas du salaire de Gwenaëlle ce soir, je tiens à le préciser tout de suite. Je viens ici bénévolement, tout à monsieur. Fait. Vous avez une idée? Serait-ce le montant de la prochaine allocation universelle octroyée aux jeunes entre 18 et 25 ans? Ah, on était sur une thématique emploi. C'est vrai que... C'est bien fait, ça. Ça aurait été intéressant. Ce n'est pas ça. C'est un chiffre un peu plus anecdotique. On va découvrir un indice. Anecdotique, non? C'est pas si anecdotique que ça. Les ampoules. Parce que nous, on est déjà au courant, évidemment. Alors, l'éclairage. L'énergie, les ampoules LED. Les ampoules LED, ouais. Le recyclage des ampoules. C'est pas une symbolique d'idée, ça? Ah oui, l'idée, une idée portefeuille. L'innovation, mais... Tout à fait. On est dans l'idée, dans l'innovation. Alors 1000, c'est un chiffre qui a été avancé récemment dans la presse par Bertrand Piccard, qui vient de parler de 1000 solutions rentables et durables, des solutions écologiques et rentables économiquement. Ce sont des solutions qui ont été labellisées par sa fondation Solar Impulse. Et son idée, eh bien, c'est de s'opposer à la décroissance et de dire que entre la croissance et la décroissance, il y a une autre voie qui est la voie de l'efficience. Et donc, il croit en de nouvelles solutions qui nous permettront d'être plus efficients et de faire face à cette transition énergétique ou à la situation environnementale climatique qu'on connaît aujourd'hui. Donc avec qui avez-vous envie de discuter de cela? Le débat, c'est peut-être, est-ce qu'on est prêt, quand on est jeune aujourd'hui, à entendre parler de décroissance? Est-ce qu'on peut partir sur Eric Pirard, qui travaille sur ces questions-là? Et puis j'aurais dit Sybille Mertens aussi pour la décroissance. Ouais. Ok, je pense que c'était un bon choix. Eric Pirard, Sybille Mertens, et parmi vous? Moi, je suis prêt à parler de la décroissance. Ah. Simon? Moi aussi. Simon et Emeline pour parler de la décroissance. On vous retrouve dans quelques instants parce que là, maintenant, je vous propose de regarder justement des jeunes qui s'expriment sur cette idée de vivre avec moi. Prise 1. Demain, il faudra faire avec moins de biens de consommation qu'on a transformés en besoins, alors que ce sont des biens qui sont superflus, voire inutiles, à la durée de vie limitée, alors qu'elle pourrait être allongée, voire illimitée. Faire avec moins, c'est une... Faire avec moins, j'adhère. Parce qu'actuellement, le plus gros problème pour l'environnement, selon moi, n'est pas spécialement le nombre de personnes qu'on est, mais notre mode de vie. Si tout le monde vivait avec un peu moins, il y aurait déjà plus pour tout le monde. Tôt ou tard, on arrivera à si je puis dire, une deadline qui nous permettra plus d'avancer, qui nous permettra plus de consommer. Et je pense que déjà actuellement, au niveau, je crois que c'est du mois d'août, on est déjà en surconsommation de la planète, etc. Et ça, c'est quelque chose que, in fine, on pourra plus arrêter. Fondamentalement, en effet, qu'il faudra essayer d'économiser un maximum de ressources, parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines ressources qui sont limitées. Je prends par exemple la problématique de l'étalement urbain. On s'est bien rendu compte que les terres qu'on avait à disposition n'étaient pas illimitées. Après, je pense qu'il va falloir faire mieux, surtout avec ce qu'on a. C'est arrêter la surconsommation, c'est peut-être arrêter de gaspiller, c'est on finit ses légumes ou alors on les met dans le compost ou on les donne à ses poules. Enfin voilà, consommer plus intelligemment pour consommer moins. Pour moi, faire avec moins, ça veut aussi dire faire avec plus, c'est-à-dire qu'il faudra faire plus, mettre l'humain plus au centre, plus de solidarité, plus de liens sociaux et plus d'égalité. On va devoir faire avec moins de superflu, mais on va devoir faire avec plus d'essentiel. Ça peut paraître con, mais on va devoir faire avec plus d'amour, plus d'entraide, plus de solidarité,
plus de sensibilité. Donc voilà, on va faire avec moins d'un côté, mais beaucoup plus de l'autre. Alors Simon et Emeline, est-on prêts aujourd'hui à vivre avec moins ? Pour vous situer le débat, Sybille et Eric, en fait, on vient de parler d'un chiffre qui a été avancé par Bertrand Piccard, qui est 1000 solutions rentables pour un monde plus vert. Il s'inscrit donc entre la croissance et la décroissance. Lui, il voit une voie qui s'appelle l'efficience. À vous la parole. En fait, moi, j'ai envie de venir avec une première question. C'est juste du coup aborder un peu plus cette notion de décroissance. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez sur ce terme de décroissance économique. Je sais que c'est un sujet qui est fort à débat, notamment quand on parle de l'ODD 8, il me semble, dans les objectifs de développement durable, qui est fort critiqué. J'aimerais bien avoir votre position vis-à-vis de ça, voir si pour vous c'est quelque chose de possible quand on parle de transition écologique, du coup. C'est une question pour l'économiste. Voilà. Moi, je travaille beaucoup maintenant avec l'idée du donut. On a des contraintes physiques et des contraintes sociales en dessous desquelles on ne veut pas descendre. Et donc, oui, il va falloir en tout cas diminuer les ponctions que l'on exerce sur l'écosystème, ça je le crois. Maintenant, je ne pense pas que ça signifie forcément décroissance des activités, décroissance de la prospérité. Je pense qu'il y a en tout cas à peut-être réorienter nos activités ou nos biens et nos services vers des activités qui pompent moins de matière. Et par ailleurs, je pense qu'il faut que pour certains, il y ait de la décroissance pour que pour d'autres, il puisse y avoir de la croissance. Donc il y a une question aussi de justice sociale qui doit absolument être mise sur la table. Ah oui, alors absolument. Ça, c'est un des grands problèmes, c'est qu'on regarde l'ensemble de la planète. C'est vrai qu'il y a des tas de sociétés qui n'ont pas du tout le confort de vie que nous avons, à qui on ne peut pas aller parler de décroissance. Par contre, nous, c'est vrai que je regarde un peu souvent, je remarque qu'aujourd'hui, on consomme 400 fois plus d'énergie par personne qu'au Moyen-Âge. Ça situe un petit peu l'ensemble. Et je disais qu'à Zurich, ils ont un projet 2000 watts qui revient à peu près à diviser par 3 notre consommation d'énergie. Donc ça veut dire qu'il y a un objectif qui est réaliste, qui est de diviser à peu près par 3 le gaspillage d'énergie que nous faisons. Maintenant, où est-ce qu'il se passe ce gaspillage d'énergie ? Parce que malheureusement, si je vous dis vous n'allez plus voyager, moi j'ai énormément voyagé et c'est un des bonheurs de notre époque de pouvoir visiter toute la planète. Donc dire qu'on ne va plus voyager, c'est quand même très dur à accepter. Le numérique, on a vu l'explosion du numérique et c'est impressionnant de voir la quantité de données, souvent inutiles, qu'on échange, mais ça fait aussi, il va falloir être plus sobre, y compris au niveau des échanges numériques. Donc il y a des tas de messages là que je ne vois pas très bien comment faire passer auprès notamment de votre génération. Mais sauf que si on ne va pas vers de la sobriété dans nos pays, c'est certain que tu condamnes le reste de l'humanité, je ne sais pas à quoi, ou alors à des problèmes environnementaux majeurs. Donc à un moment, il y a des responsabilités qu'on doit sans doute prendre. Simon, comment vous vous sentez par rapport à cette sobriété ? J'entends monsieur ici qui intervient en disant ça va être dur à accepter. Évidemment, ça va être dur à accepter. On est habitué à un certain confort, à un certain niveau de consommation et les efforts vont pas être faciles à faire. Mais je pense qu'ils sont indispensables et on n'a plus le temps d'attendre. Et ne plus prendre l'avion, c'est plus un choix. C'est quelque chose qu'on doit appliquer dès aujourd'hui. Et je pense que le politique a un rôle à jouer là-dedans pour justement guider les citoyens et les entreprises vers ces actions qui sont difficiles à prendre à l'échelle individuelle. Mais lorsqu'elles sont cadrées au niveau collectif, elles peuvent avoir un impact environnemental et social fort. Voilà. Alors moi, je nuancerais un petit peu, sincèrement. Je ne suis pas un alarmiste. Donc je crois que l'urgence c'est pas une raison. Bon, si ça fait bouger les gens de leur dire qu'il y a une urgence, je suis d'accord. Mais avec tous les éléments que j'ai, je dirais que l'urgence n'est pas trop là. Elle nous permet encore de prendre des décisions vraiment raisonnées. Mais sinon, j'ai aussi envie de dire, moi je vais beaucoup en Afrique. C'est vrai, inspirons-nous un petit peu parfois de ces sociétés-là. Essayons de trouver peut-être un juste milieu entre les excès de nos sociétés et puis quand même ces sociétés qui ont une certaine richesse de vécu sans avoir nécessairement le confort matériel, mais qui aspirent à notre confort matériel. Oui, tout à fait. Et ce qui est compliqué, je pense, c'est que je suis d'accord de faire une certaine balance entre les aspects qu'on veut garder croissants et d'autres décroissants. Mais je pense qu'il y a des secteurs où c'est très difficile de se positionner. Et c'est plus pour ces parties-là où j'ai un peu peur de voir comment on va prendre ce genre de décision, parce que forcément sur les secteurs où on consomme beaucoup trop et qui sont polluants, c'est évident qu'il faut viser une décroissance, ou en tout cas une croissance plus petite. Mais du coup, sur des secteurs où c'est moins évident, j'ai pas d'exemple là qui me viennent directement, mais c'est là que je trouve que le sujet est plus complexe, quoi. Mais c'est quoi un secteur polluant pour toi ? Tu penses à quoi quand tu dis un secteur polluant ? Par exemple, la viande, la consommation de viande. On sait tous que être végétarien ou pas, ça c'est même pas le débat. C'est en tout cas, on doit diminuer notre consommation de viande. Ça, c'est un fait. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça.
Mais il y a des sujets, par exemple, oui, le numérique, c'est plus compliqué. Oui, ça pollue, mais en même temps, on a basé notre société sur ça aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions qui n'ont pas trop d'impact aussi non plus sur les métiers, sur l'économie, sur ce genre de choses? Ça aura de toute façon de l'impact. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est de prendre la décision en se disant j'accepte cet impact-là parce que je sais aussi pourquoi je le fais. Moi, je trouve que dans ce que vous avez dit, il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est de pouvoir dire il y a une régulation publique qui doit venir. On ne peut pas attendre du citoyen qu'il renonce lui-même spontanément. Ouais. Donc, pouvoir aussi avoir des balises qui indiquent le coût vérité, par exemple, des trajets. Je pense qu'on ne peut plus compter sur le côté volontaire des gens et des entreprises. Je pense qu'il faut cadrer. Je pense, contrairement à vous, qu'il y a urgence de réagir. S'il n'y a pas urgence aujourd'hui en 2021, où sera-t-on en 2030? Moi, je n'ai pas envie de voir ça. Donc, du coup, mettons-nous en marche, allons-y, sortons dans les rues et allons manifester. Voilà une conclusion. Et avec des idées qui sont sorties ici, on situe aussi les deux autres étudiants qui sont là. Ils bossent, mais ils sont dans un studio B. Ils prennent note de toutes les idées et on va faire le résumé à la fin de cette émission. Voilà, on voulait leur signaler. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec un nouveau chiffre et un nouveau débat. Nouveau choix à opérer maintenant avec ce tableau. Vous êtes prêts? On peut vous le lancer? Oui. C'est parti. Le 2, c'est simple. C'est encore un petit chiffre, mais ok. Oui, effectivement, le 2, avec un élément graphique aussi pour vous aider à choisir. Vous avez compris le principe, avec une première idée. On va avoir besoin d'un indice, je pense. Oui, je pense que c'est un peu short. Là. Alors, cet indice graphique, le voici. Ah. Sujet en lien avec l'économie circulaire. Oui, recyclage. 2 pour le recyclage. Je vous donne la réponse. Production d'énergie renouvelable. Voilà, on parle d'énergie renouvelable. En 2020, la Belgique a fait très fort en énergie renouvelable et notamment grâce à l'éolien offshore, et notamment grâce à l'éolien offshore, on a doublé la production d'énergie renouvelable en éolien offshore. C'est grâce à des conditions météo particulièrement favorables, grâce aussi à l'installation de nouvelles bases éoliennes offshore, mais ce qui nous donne évidemment l'occasion de parler du mix énergétique tel qu'il est aujourd'hui en Belgique. Effectivement, et on a bien compris, pendant 5 minutes, vous allez débattre avec 2 experts. Le choix à opérer, qui va sur le plateau et face à quel expert? Moi, c'est un sujet qui peut m'intéresser. Ok, Marie, c'est parti. Je vais y aller. Je me lance. Bon, allons-y. C'est reparti avec Simon et Marie pour ce débat face à... Damien Ernst, l'incontournable, on n'a pas le choix. Incontournable production. Et qui vous voyez? Peut-être le côté circulaire ou matière première Oui, matière première, ça peut être intéressant. Éric Pirard, autrement dit, c'est ça? Oui. Le spécialiste face à vous, donc Damien Ernst, Éric Pirard. C'est parti pour 5 minutes. En 2020, la Belgique a doublé la part d'éolien offshore dans le mix énergétique. C'est votre thème face à vos experts que vous avez choisis. Oui, c'est super, c'est parfait. Aujourd'hui, en 2020, je pense qu'on a produit globalement plus ou moins 18% de renouvelables dans notre mix énergétique total. Et donc ça, c'est un élément positif au niveau de la production. Ou un élément que j'aimerais amener dans ce débat, c'est que peut-on faire au niveau de la consommation? Travailler sur la production, c'est bien, le stock d'énergie va s'améliorer, va se verduriser, mais comment inciter les entreprises et les ménages et les citoyens à réduire leur consommation d'énergie au niveau global? Le 18%, vous vous trompez, en fait. C'est certainement pas 18% de l'énergie. En fait, on est à 12 TWh plus ou moins d'éolien en 2020. On doit être à 5-6 TWh de PV, donc on va dire 18 TWh, un peu de biomasse, 20-25 TWh, sur 420 TWh de consommation finale d'énergie. Et vous faites une erreur que beaucoup de personnes font. Vous confondez en fait énergie électrique, donc une partie de l'énergie, et énergie totale. Et donc, j'ai même envie de revenir sur votre chiffre, puisque vous êtes dit de manière très enthousiaste, oh, magnifique, en 2020, on a doublé notre éolien offshore. Et vous n'allez pas le tripler, il ne va pas avoir, dans les 5 années qui viennent, 5-6 années qui viennent, une seule éolienne en plus installée en mer du Rhône en Belgique. Donc on est passé maintenant à 2 gigawatts en fait, d'éolien. On pense qu'on pourrait peut-être arriver à 4 gigawatts d'ici 2030. Mais ça implique en fait la construction en fait, d'une infrastructure électrique ad hoc, notamment la boucle du Hainaut, une nouvelle ligne électrique qui traverse le Hainaut, contre lequel en fait, il y a une opposition en fait, très forte en fait, des citoyens. Et moi je ne vois même pas
qu'on puisse arriver à construire les 2 gigawatts supplémentaires en 2030. Donc la production de 100% renouvelable, c'est un peu bloqué pour le moment. Mais comment travailler sur l'aspect consommation? Je ne dirais pas que c'est bloqué. En fait, quand vous regardez en fait un sketch comique ou une histoire du chat, puisqu'on a beaucoup parlé du chat, vous dites pas que c'est bloqué, vous dites c'est humoristique. En fait, c'est humoristique, c'est impossible à réaliser pour 2030 ou même 2040 en Belgique. Le potentiel maximum de renouvelables en Belgique est de 80 TWh. Au-delà, ça devient de la science-fiction. On compte 420 de consommation finale. Et donc pour répondre à la question de Simon, comment on agit sur la consommation? Sur 420, sur la consommation, raisonnablement, vous pourriez peut-être descendre à 300 en isolant les maisons, en passant à la mobilité électrique, mais vous n'allez pas descendre à 150 ou à 100. Donc la solution qui existe, c'est importation d'énergie décarbonée de l'étranger, renouvelable, sous forme d'électricité, de gaz, ou bien développement en fait, de la filière nucléaire. Et qu'en est-il par exemple du bilan carbone au niveau des entreprises? Est-ce que ça doit toujours se faire de manière volontaire ou est-ce que l'État doit intervenir pour pouvoir financer ça de manière systématique? Alors, il y a 2 choses différentes. Donc, ici, on a l'expert énergie, donc il a bien dit où étaient les limites en termes d'énergie. Ouais. Maintenant, moi, je crois que le comportement de chacun est très important. Donc, j'ai entendu parler d'un projet à Zurich qui était le 2000 watts, donc à peu près divisé par 3 sa consommation personnelle, et je pense que ce serait un objectif intéressant. Quand on se donne un objectif 0 déchet, on peut aussi essayer de se donner, chacun personnellement, un objectif de réduction de l'énergie que l'on dépense. Pas que l'énergie électrique, toute forme d'énergie, et donc ça c'est une question de comportement de consommateur. Là où je suis un peu moins enthousiaste, c'est sur l'énergie du secteur industriel, parce qu'en fait on a beaucoup désindustrialisé, et moi qui suis sur l'économie circulaire, je plaide pour une réindustrialisation. Donc là on doit nécessairement retrouver une capacité d'industrialisation. Alors peut-être qu'on fera de l'acier avec de l'hydrogène, on ne le fera plus comme avant, et donc on va arriver à trouver des techniques qui émettent moins de CO2. On peut aussi faire du ciment en captant le CO2. Il y a pas mal de projets, des grands projets qui sont en cours à ce niveau-là. Mais de l'énergie, en tout cas du côté de l'industrie, on doit en consommer, on va continuer à en consommer. Donc. Et vous ne pensez pas que vouloir sortir du nucléaire, c'est une transition trop brusque d'ici? Moi, je crois que c'est... Alors, je ne sais pas si Damien partage mon avis. Moi, je suis vraiment... Plus j'y réfléchis, plus je suis vraiment en faveur du nucléaire. Maintenant, le nucléaire sur un territoire aussi petit, aussi densément peuplé que le nôtre pose toute une série de questions de sécurité. Donc, je préférais qu'il y ait une réflexion au niveau européen et que, de manière commune au niveau européen, on puisse décider où on stocke nos déchets et où on place nos centrales nucléaires. Donc, maintenant, pour le stockage des déchets, je crois que la Wallonie a quand même des sites favorables, mais il y a une réflexion à mener au niveau européen, c'est clair. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Parce que le nucléaire, finalement, les déchets, c'est pour votre génération, c'est pas pour la leur. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je suis très intéressé par rapport aux études menées par Jean-Marc Jancovici, qui travaille beaucoup sur cette thématique du nucléaire et qui voit le nucléaire un peu comme un tampon de transition entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et effectivement, je pense qu'actuellement, sans le nucléaire, je ne sais pas très bien comment on va pouvoir s'en sortir. Je pense qu'en Belgique, le retrait du nucléaire, on parle de 2025, c'est bientôt. Et je suis très inquiet par rapport à ça. Il faut être quand même réaliste. 30 secondes. Oui, il faut être réaliste sur un point. Hein. Quand on parle de devoir réduire des émissions de gaz à effet de serre au niveau international, est-ce qu'il nous intéresse en 2030 ? Écoute, que ce soit en nucléaire, pas nucléaire, réduction d'énergie, hein, quand on parle de les réduire les émissions de l'ordre de 50%, même 80%, ben ça ne marchera pas. On ne va rien réduire en 2030. On va augmenter même entre maintenant et 2030. Donc j'ai envie de te dire, si vraiment tu as une question existentielle par rapport au nucléaire, dans tous les cas, on est dans le mur. Voilà donc pour ces débats, c'est court, Gwenaëlle, 5 minutes, ça a été un peu chaud. Effectivement, nous on a pris note de rien, hein, donc maintenant on va faire le tour de table pour avoir votre sentiment à vous, les jeunes, sur ces débats, et puis on va se mettre d'accord sur certaines idées fortes qui sont sorties, et le ministre Borsu, ministre de l'économie wallon, viendra se confronter à ces idées. Alors on commence tout d'abord, Marie, ton avis? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été abordées et beaucoup de solutions qui ont été énoncées. Maintenant, il va falloir remettre tout dans son contexte et je pense qu'il va falloir voir ce qui est faisable et viable. Et voilà. D'accord, ok. Loïc? Beaucoup de solutions qui sont ressorties. Moi, je retiendrai aussi que la technologie ne fait quand même pas tout et que l'intelligence collective est une force motrice dont il faut tenir compte dans le futur de la transition. Simon? Moi, je voudrais remercier... le GRE de nous avoir conviés aujourd'hui. Je pense qu'il est vraiment essentiel de pouvoir mettre autour de la table différents acteurs de différentes origines, que ce soit des étudiants, des jeunes, des experts et même le monde politique. Et je pense que c'est en avançant ensemble et en travaillant tous sur avec le même objectif qu'on pourra avancer.
Et du coup, moi, pour finir, j'aimerais bien rebondir sur ce que Loïc a dit. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la technologie n'est pas forcément le point essentiel sur lequel on peut se reposer. Mais, et la deuxième chose que je voulais aussi mettre en avant, c'est que forcément, en 5 minutes, c'est un petit peu court. Donc, je pense qu'on aurait tous voulu avoir au moins une demi-heure en plus pour chaque débat. Mais voilà, c'était déjà très intéressant, même en 5 minutes. Le travail, il va continuer de toute façon parce qu'on va sortir maintenant des informations, on va les confronter effectivement à un avis politique. Vous nous avez vu pendant toute l'émission changer de place, à part Gwenaëlle et moi. On vous rassure, toutes les places étaient désinfectées entre chaque débat. Donc voilà, on a respecté les conditions sanitaires. On va continuer à les respecter maintenant avec une confrontation. Vous avez fait votre choix. Qui va venir devant le ministre? Ce sera qui? Ce sera... Allez, je veux bien y aller. Loïc du coup, c'est ça, Loïc. Et moi, du coup. Oui. Loïc et Emeline. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, on arrive tout doucement, Gwenaëlle, à la fin de cette émission, mais on ne voulait pas terminer sans confronter la réalité du terrain. Et qui mieux pour l'incarner, cette réalité du terrain, que le ministre de l'économie, Willy Borsu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir, en fonction du moment où vous regardez cette émission, évidemment, puisqu'elle sera rediffusée sur l'antenne d'RTC. Vous avez entendu peut-être, il y a eu beaucoup de débats, c'était assez court, c'était assez chaud aussi, beaucoup d'idées. Et on a des étudiants qui ont envie de vous poser des questions. On va leur laisser la parole, bien entendu. On a eu l'occasion durant cette émission d'aborder la transition énergétique sous de nombreuses facettes. Je prends par exemple un exemple assez simple. Souvent, quand on part à l'étranger, prendre l'avion revient parfois beaucoup moins cher que de prendre le train. Donc on se demande quels sont les leviers politiques dans le cadre de cette transition. Que peut faire l'homme politique et les femmes politiques pour permettre de faire une transition juste et solidaire? Mais sûrement, d'une part, traduire les engagements qu'on a pris au niveau international dans une série de mesures concrètes. Les mesures concrètes, ça peut être des réglementations, ça peut être des leviers fiscaux. L'exemple de l'avion, on est favorable à ce qu'il puisse y avoir, bien sûr, au niveau international, des éléments peut-être de prix minimaux, de manière à ce qu'on n'ait pas ce déséquilibre où, en prenant un billet d'avion de quelques euros, alors même que le déplacement en train coûte beaucoup plus cher. Et puis alors, vous l'avez vu peut-être avec les prédécesseurs, en ayant des projets très très concrets d'investissement dans l'économie circulaire, de transition énergétique, d'amélioration d'un certain nombre de gestion de processus industriels, de l'isolation des bâtiments, de diminution de l'impact du transport. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs leviers. Dès le moment où l'engagement est là, qu'il est très fort, qu'il est déterminé, il y a le levier de la loi en général, des textes, des règlements, il y a le levier des incitants, et puis alors des projets très très concrets pour mobiliser des investissements, pour mobiliser des recherches, de l'innovation. Bref, toute une série d'éléments qui vont alors diminuer notre impact collectif sur l'environnement, sur la planète, et avoir un développement qui soit un développement plus raisonné, plus raisonnable et donc plus durable. Emeline, peut-être? Du coup, vous avez parlé justement d'économie circulaire. C'est aussi un sujet qu'on a abordé tout à l'heure. On parlait notamment du fait d'essayer de rassembler les entreprises, les différentes structures de Belgique. Qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est encore quelque chose qui reste très compliqué, ou alors est-ce que justement c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant le plus possible, et quels sont les freins justement aujourd'hui vis-à-vis de ça? Je crois qu'il y a vraiment eu, tout au long des derniers mois, des dernières années parfois, une prise de conscience très très forte. Je la résume peut-être en 2 phrases. Les ressources ne sont pas inépuisables. Il faut pouvoir travailler différemment des méthodes de production, des méthodes de consommation antérieures. Et donc, très souvent, par exemple, les universités, les centres de recherche et des entreprises se sont rassemblés en disant on va ensemble avoir des projets, par exemple, de réutilisation des métaux. Ici à Liège, avec le projet Reverse Métallurgie, par exemple. Mais il faut évidemment aller plus loin, puisque lorsqu'on voit les volumes générés par la construction, générés par d'autres secteurs, on a des volumes qui sont encore très, très considérables de consommation de matières premières, et aussi de déchets qui n'ont pas encore à la fois des utilisations répétées, des utilisations ultimes. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, soutenu notamment par la recherche, parce qu'on doit vraiment s'inscrire dans vraiment un modèle qui bascule, un modèle de raisonnement et aussi de fonctionnement qui change en fait. On parle beaucoup de réindustrialisation de la Wallonie. Comment est-ce que cette réindustrialisation, elle peut tenir compte de la transition écologique? Des nouveaux métiers, je pense par exemple à l'isolation qui va être pourvoyeuse d'emplois dans les années à venir.
Que propose concrètement ici le gouvernement wallon sur cette thématique? Donc effectivement, on doit ramener chez nous un certain nombre de chaînes de production, si je puis dire, de chaînes de valeur, pour éviter que les produits ne traversent la moitié de la planète pour rejoindre, par exemple, notre pays, pour rejoindre l'Europe. Pour soutenir cette réindustrialisation, nous devons pouvoir, à travers l'innovation et à travers la recherche de nouveau, être, si je puis dire, moteur, être compétitif dans un certain nombre de productions de produits, de nouveaux modes de production, pour pouvoir être concurrentiel en ce qui concerne les prix. Pour ça, il faut mobiliser nos équipes dans les universités, dans nos centres de recherche, etc., pour pouvoir alors soutenir ces innovations qui se traduisent en projets concrets, qui se traduisent en localisation d'activités chez nous. Et pour cela, il faut aussi des moyens. Et c'est dans ce sens-là que, à travers notamment le fonds de relance, relance et résilience décidé au niveau européen, ou à travers GetUp Wallonia, nous avons décidé d'accorder un certain nombre de moyens pour cette transition. Parce que qui dit relocalisation, qui dit évolution de l'industrie, dit effectivement évolution avec des modes de production qui seront moins consommateurs d'énergie, qui vont produire moins de rejets et qui, de façon générale, vont nous permettre de produire dans des conditions qui sont plus respectueuses de notre environnement. On n'imagine pas aujourd'hui une transition industrielle, économique qui n'intègre pas pleinement ces objectifs environnementaux de développement durable, de moindre consommation d'énergie. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation de la population belge, quand on sait que concrètement, elle n'est pas encore vraiment capable de répondre à la demande de toute la population? Comment est-ce qu'on fait pour gérer cet aspect-là, du coup? Le gouvernement fédéral a un rendez-vous, dans l'accord de gouvernement fédéral, il y a un rendez-vous ici à l'automne pour évaluer si nous avons la capacité à la fois d'avoir une transition vers les énergies renouvelables, qui est vraiment très très forte dans les différentes sources d'énergie renouvelables, photovoltaïque, éolienne, biomasse et d'autres encore, tout en garantissant en même temps la sécurité de l'approvisionnement, et un accès à l'énergie qui soit un accès à un coût raisonnable pour nos concitoyens et aussi pour les entreprises. Et dans ce contexte-là, on sait que le fait de maintenir des capacités nucléaires minimales, en tout cas un certain nombre d'années, c'est un élément stabilisateur. L'alternative, c'est des centrales, des turbines gaz-vapeur qui vont alors créer, si je puis dire, cette alimentation régulée de l'énergie. Mais tout ça a un coût, tout ça émet aussi du CO2. Dès lors, ce débat qui aura lieu à l'automne au niveau fédéral, il est très très important pour essayer de concilier, bien sûr, l'objectif de transition vers le renouvelable, hyper important bien sûr, de stabilité de la production énergétique, d'éviter de générer un certain nombre de productions de CO2 et d'avoir finalement un coût de l'énergie qui serait devenu un nouvel handicap, si je puis dire, un nouveau coût pour un certain nombre de nos concitoyens, singulièrement les plus fragilisés. Donc rendez-vous dans quelques semaines maintenant. Et on est déjà arrivé à la fin de cette émission, ça passe trop vite. Bon, on vous a écouté beaucoup, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de réponses effectivement. Gwenaëlle? Ah oui, c'est intéressant, c'est riche de vous entendre. Effectivement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Merci à tous les experts d'avoir été présents et merci à vous, les étudiants, d'avoir apporté votre éclairage, votre regard évidemment sur ces différentes thématiques. On a parlé de transition énergétique, mais on était un peu au-delà. Un peu plus large, on parle aussi bien-être et les idées pour vous projeter dans le monde de demain. Merci au groupe de redéploiement économique de Liège, le GRE, d'avoir été à l'initiative de cet Alors on change spécial. On pourra refaire ça ensemble? Bien sûr, avec plaisir. Bon, merci à toutes les équipes d'RTC d'avoir été présentes pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très bientôt pour de prochains débats et puis surtout l'avenir, c'est maintenant. Bonne soirée.